Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 19e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir un extrait du dernier roman de Nelly Sanchez. Née à Périgueux en 1974, Nelly Sanchez vit aujourd'hui à Saint-Laurent-sur-Manoire. Elle exerce les professions d'enseignante-chercheuse et de plasticienne. Mais Nelly Sanchez est aussi autrice de thrillers et de polars. Elle a publié Une infirmière dans le jardin en 2021, Un cadavre dans le cellier en 2022 et Pigeon à l'oseille en 2024, le tout aux éditions de Lilo. Je vous propose de découvrir avec moi les 3 premiers chapitres de Pigeon à l'oseille. Chapitre 1. Le bulldozer était venu en fin de matinée pour aplanir et défricher le terrain. Plus de doute n'était permis, une nouvelle maison allait bientôt pousser à une trentaine de mètres de là, presque en face. Merde, on ne peut plus être tranquille à la fin, avait ronchonné Michel en laissant retomber le rideau fané de la cuisine. De toute façon, Michel passe son temps à râler. C'est peut-être pour cela que Michel vit seul. Mais lui, il vous dirait que s'il vit seul, c'est qu'il n'a jamais voulu s'embarrasser d'une drôlesse, car ça n'arrête pas de se plaindre et ça fait toujours des dépenses inutiles. Michel, il préfère ne pas gaspiller son fric, parce qu'il vous le dira, il n'en a pas. Ce qu'il ne vous dira pas, en revanche, c'est qu'il est propriétaire de la dizaine d'hectares qui entourent la maison qu'il a lui-même construite. Il n'a pas besoin de le préciser, cela se voit depuis le sommet de la colline. Michel n'est donc ni architecte, ni maçon. Michel n'exerce aucune profession. Il ne travaille pas. Il n'a d'ailleurs jamais travaillé. Il se débrouille comme il peut. Il fait pousser des légumes, du maïs pour ses poulets. Il a des ruches à la lisière du bois qui lui fournit bûches et brindilles pour le poêle, un ou deux lapins à l'occasion. Et comme il faut bien qu'il boive quelque chose, une fois l'an, surtout par grand vent, il joue discrètement les bouilleurs de cru. Ce serait en effet dommage de gâcher les prunes de son verger. En plus, ça attire les guêpes, les fruits pourris. Comment il va faire maintenant avec ses foutus voisins ? Leur présence menace toute son économie, toutes ses combines. Et puis, il n'y a pas que pour la gnôle que Michel s'inquiète. Il pense aussi à l'herbe qu'il cultive entre ses pieds de tomates au milieu des ruines d'une cabane en pierre sèche. C'est vrai, quoi. Il faut bien qu'il fume quelque chose. Le tabac est devenu hors de prix. Et puis, Michel a passé l'âge de fumer les queues d'ail. Et si ses futurs voisins étaient des fouineurs ? Pire, des flics. Genre un couple de gendarmes, avec des enfants par-dessus le marché. Ça court partout, les gamins. Ça ne respecte rien. Le cauchemar ! Michel a soudain du mal à respirer. Les murs noircis tanguent dangereusement autour de lui. Il s'effondre dans son unique fauteuil, enfouit sa tête dans ses mains calleuses. Putain, mais pourquoi il n'a pas acheté ce foutu lopin de terre quand le vieil André le lui a proposé ? Aujourd'hui, il serait vraiment peinard, tranquille, quoi. Quel con il fait ! Michel râle encore un peu avant de se rouler une cigarette. Ça lui calme toujours les nerfs. Il en a bien besoin. Il se frotte une joue mal rasée. Il se sent pris au piège. Il n'aime pas ce sentiment. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Ouais, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il se relève, se gratte les reins en considérant à nouveau le terrain aplani, dépouillé de ses ronces et de ses fourrés. En plus, avec cette maison qui va se construire, il peut définitivement faire une croix sur ses petites récréations de l'après-midi. C'est justement dans ce coin que viennent batifoler des couples plus ou moins légitimes, plus ou moins majeurs, qui se pensent à l'abri des regards parce que cachés par un malheureux petit arbre. Ils ne savent pas que Michel peut les observer depuis la fenêtre de sa chambre. Il ne s'en prive d'ailleurs pas. À l'époque,
Il avait même des jumelles. C'était chouette. Il voyait enfin les femmes de près. Ça lui faisait toujours quelque chose de surprendre leur chair dénudée, embrassée, pétrie, secouée. Mais un jour, les jumelles sont tombées, se sont cassées. La boutique qui les lui avait vendues ayant définitivement fermé, Michel n'avait pas pu en racheter. Et comme Michel n'aime pas les grandes surfaces, fini donc les gros plans. Il devait désormais se contenter de coller son œil à la vitre pour mieux voir, mais bon, ça ne lui faisait pas chaud pareil. Putain, il n'arrive pas à croire que c'est terminé. Plus de rires de femmes, de gloussements, de petits cris. Bon, plus de coups de gueule aussi. Heureusement que c'était plus rare, les couples qui s'engueulaient. Pour la première fois de sa vie, Michel se sent déprimé. Les œufs du déjeuner ne passent décidément pas. Michel se sent spolié, pillé, littéralement dépouillé de tout ce qui fait le sel de son existence. Sans les connaître, il déteste déjà ses nouveaux voisins. Il a envie de se venger, de les spolier à son tour. Ouais, mais comment ? Il n'y a encore dans cette parcelle rien sur quoi il puisse passer ses nerfs. Une rage sourde lui cingle les flancs, qu'il a replets et poilus, et l'empêche de réfléchir posément. Il maltraite le brin de vaisselle qu'il a à faire, et quand le tiroir du buffet regimbe à se refermer, il le bourre de coups de poing. Une douleur vive aux phalanges le pousse à se calmer et faire couler de l'eau froide sur sa main endolorie et son assiette sale. Par la fenêtre, il considère ce putain de terrain qui semble le narguer, et au premier plan, c'est quelques poules qui grattent le sol d'une patte méthodique. Ce spectacle le détend un peu, puis le fait franchement sourire. Il vient d'avoir une idée, aussi simple que géniale. Il s'essuie les mains pour se rouler tranquillement une cigarette qu'il se coince derrière l'oreille. Il la fumera quand il aura enfermé les poules. Michel a enfilé une veste en laine informe à force d'être vaste. D'un pas léger, il s'est rendu dans la remise. Un œil non averti n'y verrait que le bric-à-brac d'un amasseur compulsif et désœuvré. Pourtant, Michel sait exactement ce que contient cet endroit. Il connaît la place de chaque objet, de chaque outil. Ainsi, ce qu'il cherche est posé contre le mur, dans l'ombre de son établi. Michel extirpe doucement de sous une bâche une sorte de béquille jaune et noire terminée par un enjoliveur ou quelque chose d'approchant. Il appuie sur l'interrupteur, un petit écran s'allume, palpite, puis propose différents réglages. Tout semble en ordre. Avant de refermer la porte, Michel s'empare d'une petite pelle pliante suspendue à une poutre. Elle aussi, elle vient se promener avec lui, de l'autre côté du chemin, chez ses futurs nouveaux voisins. De loin, Michel ressemble à un marcheur indolent qui promènerait le point rouge de sa cigarette. En vérité, c'est son détecteur de métaux qu'il promène sur le terrain fraîchement défriché. Si un trésor est enfoui ici, il compte bien le trouver, et surtout le garder. Ce serait un formidable pied de nez fait à ces foutus empêcheurs de tourner en rond, non ? D'habitude, son détecteur de métaux ne sert que plus tard dans la saison, pendant la période de la chasse ou quand se signalent les ceps. C'est dingue ce que les gens perdent dans les sous-bois. Ils ne font attention à rien. Michel ne compte plus les pièces de monnaie, les briquets, dont un en or, les clés, les bijoux en tout genre qu'il a pu ainsi récolter. Mais sa plus sympathique trouvaille fut un jeune chien abandonné dont le museau et les pattes avaient été scotchés. Baptisé le chien, Michel est parfois à court d'idées, celui-ci vécut paisiblement une dizaine d'années dans l'ombre de Michel. Le chien est maintenant enterré sous les sapins. Michel semble faire les 100 pas car le terrain qu'il arpente est plus long que large, ce qui l'étonne un peu. Et si c'était un hangar qui se montait ici ? Plusieurs fois son détecteur s'est joyeusement manifesté. Michel a ainsi déterré toute une collection de canettes et de boîtes de conserve.
du barbelé, une gourmette en argent gravée Jean-Louis, une minuscule bague en cuivre, un long ressort, des fragments de piquet autrefois rouges, des bouts de ferraille non identifiables. Michel se gratte le menton, un peu déçu par sa récolte. Il s'arrête un moment pour se rouler une nouvelle cigarette et l'allumer. Il lui reste moins d'un tiers de la propriété à explorer. C'est quand il pointe vers le coin de la parcelle, oui, le coin le plus éloigné du chemin, que le détecteur de métaux s'anime à nouveau. Le rythme des bips s'accélère, en même temps que les battements de son cœur. Comme il n'a plus envie de creuser pour un truc improbable, Michel réduit sa sélection aux métaux précieux. Le détecteur continue pourtant de chantonner. Michel se déride. Quelle profondeur ? Entre 1,50 m et 2 mètres d'après l'écran. On dirait qu'il tient et du sérieux et sa revanche, Michel. C'est pour cela qu'il sourit béatement maintenant. Parce que sa petite pelle ne suffira pas, il part au pas de course chercher sa pioche et s'attaque à la terre tassée par l'engin de chantier. En regard de l'heure avancée de la journée, il ne devrait pas être dérangé, et puis, même s'il l'était, il ne fait rien de mal. Il creuse juste un trou. C'est plus long que prévu. Un lit compact de cailloux succède à la terre meuble de la surface. Michel a âne, souffle, transpire, peste. Il a quitté sa veste et son t-shirt lui sert désormais à s'éponger le front. Michel ne désespère pas. Il touche au but, il le sent. Il le sait quand sa pelle émet un son clair. Elle a heurté quelque chose qui n'est ni du silex ni du bois. Il met rapidement à jour une forme ronde, blanchâtre, qui lui fait irrésistiblement penser à une poterie ancienne. Il paraît qu'il y a des gens qui paient des fortunes pour ces vieux machins. Serait-elle pleine d'or ? Il a surpris un éclat jaune. Ce qui s'apparente à un goulot est effectivement bordé d'or. Michel émet un long sifflement. Il rigole un peu même. Michel extirpe rapidement son trésor de l'argile, commence à le soupeser, à le nettoyer presque amoureusement, mais un long frisson glacé secoue ses mains qui échappent l'objet. Michel vient de mettre à jour 2 cavités étrangement identiques. Ce n'est pas un pot de terre, mais un crâne humain qu'il a exhumé. Pas de doute possible. Un crâne, avec des dents en or. De saisissement, Michel en perd son mégot, recule, tombe à la renverse dans la terre meuble. Merde, c'est quoi cette connerie ? Michel reste un instant allongé à considérer le ciel qui, lentement, s'assombrit. Bon, allez, ne pas traîner là. Il se relève, regarde autour de lui, personne en vue. Il attrape sa pelle et commence à combler le trou. Après 3 pelletées, il marque un temps d'arrêt. Il s'accroupit, déterre à nouveau le crâne pour arracher 1, 2, 3 molaires en or. Elles sont venues toutes seules, comme des prunes bien mûres. Michel les glisse dans la poche arrière de son pantalon avant d'achever le rebouchage. Ce serait dommage qu'il ait travaillé pour rien, non ? Chapitre 2. 1 mois plus tard. Il n'est pas certain que les rares clients de la brasserie aient remarqué le départ de la femme qui occupait la table derrière le poteau. Elle était arrivée par le dernier train en provenance de Paris et, comme beaucoup ici, elle attendait sa correspondance. Il faut dire qu'elle n'avait rien de remarquable, des cheveux clairs éparpillés sur un ample pull noir, un pantalon noir et gris. Elle n'avait pas cessé de pianoter sur son téléphone en attendant son grand café et son croque-monsieur. Elle avait payé sa commande, puis mangé à petites bouchées et bu à petites gorgées, sans attirer l'attention. Lorsque son train fut annoncé voie J, elle passa brièvement aux toilettes pour se laver les mains, se recoiffer un peu et mettre un soupçon de gloss. N'ayant pour seul bagage qu'un minuscule sac à main, elle traversa d'un pas léger le hall, à cette heure semé d'ombres et de distributeurs ronronnants. La gare de Limoges est toujours plus vertigineuse la nuit, plus dramatique aussi.
Le moindre bruit ricoche sur tous les angles avant de se perdre sous les plafonds invisibles, et à travers les verrières art déco, la lumière des lampadaires se décline en pâleur d'aquarium. Cette ambiance lugubre ne reflète en rien l'état d'esprit joyeux de la voyageuse qui dévale les escaliers de la voie J. Le train était à destination de Périgueux. Le quai était désert, le train était à quai. Elle grimpa dans le train pour échapper à l'air déjà vif de ce début d'automne, et surtout parce qu'elle avait hâte de rentrer. Il était près de minuit. Le train partirait d'ici une dizaine de minutes. Elle s'assit à la première place venue. Elle se recula vivement pour ne pas se cogner à la vieille femme qu'elle découvrit à côté d'elle. Elle était prête à s'excuser quand elle se rendit compte qu'elle faisait juste face à son reflet. La lumière jaune qui tombait dorue du plafonnier lui creusait autant les traits qu'un demi-siècle, et ses yeux disparaissaient dans d'immenses cernes. Elle se cala au fond de son siège, soulagée. Elle regarda furtivement autour d'elle pour vérifier que personne n'avait remarqué son mouvement de surprise. Elle se sentait tellement bête. Elle respira, soulagée. Il n'y avait personne dans le compartiment. Quelques secousses accompagnèrent le départ du train. Elle voyagerait seule jusqu'à Périgueux. Il est peut-être temps de faire les présentations, non? Elle, c'est Hermance Rouverol. Depuis 5 ans, elle est également Ruby Herman, depuis qu'elle s'est mise à écrire, à être publiée. Ce pseudonyme est le résultat d'une soirée entière de griffonnage et de recherche sur le net. C'est dingue le nombre de sites pouvant générer un nom d'emprunt ou une anagramme. Elle a longuement hésité entre Ruby Herman et Chloé Romberg, mais elle a fini par se décider pour Ruby Herman. Elle estimait en effet que Chloé Romberg faisait trop mièvre, trop fade et ne collait pas avec l'atmosphère de ses romans. Hermance Rouverol signe thrillers sombres et sanglants. Thierry avait applaudi à son choix quand elle lui avait relaté l'origine de son nom de plume. Thierry, monsieur Vernac sur ses cartes de visite, c'est l'homme qui partage sa vie depuis 1 an et demi maintenant. Il est son premier lecteur et son plus grand fan. Mais en ce moment, c'est surtout l'homme qu'elle tente de joindre depuis qu'elle est arrivée à Limoges. Elle ne sait pas encore si elle doit s'inquiéter. Il ne répond ni à ses coups de fil ni à ses textos. Peut-être est-il trop occupé pour lui répondre? Occupé à quoi? Sinon, à lui préparer une surprise pour fêter cette journée exceptionnelle. Hermance sourit à cette idée. C'est tout Thierry, ça. Il ne sait pas quoi inventer pour lui faire plaisir. Ce matin, avant qu'elle ne prenne le train pour Paris, il lui a offert une petite boîte de ses chocolats préférés. Et oui, elle a fait l'aller-retour dans la journée pour rencontrer l'équipe de scénaristes chargée d'adapter ses romans à l'écran. Une boîte de production coréenne lui a acheté les droits pour 900 000 €. Quand elle a reçu la proposition, Hermance Rouverol n'a pas réfléchi longtemps. Elle a dit oui et signé dans la foulée un nombre assez conséquent de documents en plusieurs langues. Le virement a été réalisé avant-hier. Elle n'y croit toujours pas. Tout a été si soudain. Plutôt que de se pincer pour s'assurer qu'elle ne rêve pas, elle consulte plusieurs fois par jour son solde bancaire et recompte les zéros. C'est ce qu'elle tente d'ailleurs de faire. Juste après avoir envoyé un nouveau texto à Thierry. Toujours aucune nouvelle de lui. Son silence en deviendrait presque agaçant. Le site de sa banque refuse de s'ouvrir. Elle constate alors qu'il n'y a aucun réseau. Quelque part, elle se sent soulagée. Tout s'explique, tout est normal. Tout va bien. Elle ferme les yeux, les réouvre quelques minutes plus tard. Où sommes-nous au fait? Hermance ne se souvient plus du nom de la précédente gare. Le train s'est-il seulement arrêté? Elle est certaine en tout cas qu'aucun contrôleur n'est passé. Elle scrute alors la fenêtre. L'obscurité opaque qui emmitoufle le compartiment ne lui permet pas de se repérer. Elle roule en pleine campagne et elle a l'impression que cela fait une éternité. Elle se décide à regarder l'heure sur son téléphone, fait rapidement le calcul. Il ne devrait plus lui rester qu'1 quart d'heure de trajet. Et toujours pas de réseau. Elle referme son téléphone,
le range pour profiter de ses dernières minutes de silence et de solitude. Elle a besoin de se reposer. Pourquoi les trains, même neufs, sentent-ils toujours le tabac froid? Elle a un peu faim. Le croque-monsieur qu'elle a mangé à Limoges lui paraît bien loin. Bon, elle peut patienter. Dans moins d'une heure, elle sera grisée par le champagne et les félicitations, car ce n'est pas tous les jours qu'elle signe un tel contrat. Qu'a donc prévu Thierry? Au moins des figues fourrées au foie gras? À ce moment-là, elle ne sera plus Hermance Rouverol, mais seulement Ruby Herman. Bon, techniquement, elle a été Ruby Herman toute la journée. C'est sous ce nom qu'elle a été présentée aux scénaristes et qu'elle a déjeuné avec des gens de la production. Elle aime bien ce changement d'identité, car elle a l'impression de changer de vie. Rangée au placard Hermance Rouverol, c'est oublier la petite fille replète qu'elle était, surnommée Roubignole par ses petits camarades hilars et morveux. C'est oublier aussi l'adolescente taciturne et complexée qui tenta de se suicider. C'est enfin dire adieu à la secrétaire médicale qu'elle était, parfaite parce que méthodique et effacée. Elle n'allumait l'œil égrillard des patients que parce qu'elle arborait une blouse blanche, un chignon impeccable et la mine sérieuse des myopes qui oublient de porter leurs lunettes. « Le prestige de l'uniforme, ma chérie », lui avait dit une collègue qui se voulait consolatrice. Jusqu'à la semaine dernière, Hermance travaillait dans un cabinet dentaire dans le quartier du palais de justice. Puis, elle a donné sa démission, comme ça. Les 3 praticiens qui l'employaient furent surpris d'apprendre son départ, et plus encore les raisons de celui-ci. Elle avait donc fait fortune avec des livres qu'aucun des critiques littéraires qu'ils connaissaient n'avait recensés. Son histoire était si peu crédible qu'ils avaient eu du mal à réprimer un sourire condescendant. Va-t-elle regretter le cabinet dentaire? Oui, un peu quand même. C'est là qu'elle a rencontré Thierry. Il y a de cela 1 an et demi. Hermance Rouverol est un peu sentimentale. Thierry. Être avec lui, c'est être pleinement Ruby. Elle adore cette femme qu'elle a découverte dans ses yeux. Pulpeuse, sensuelle, spirituelle, désirée. Tellement désirée qu'elle a cédé. Elle a définitivement quitté son minuscule appartement pour s'installer dans la grande maison qu'occupe Thierry. Cela va faire presque 3 semaines qu'elle a posé ses cartons chez lui. Ruby est une femme heureuse. Elle le sera encore plus quand elle étreindra cet homme qui la dépasse d'une tête, quand elle respirera son parfum qui mêle le cuir, le tabac blond et le cèdre blanc. Cela ne devrait plus tarder. Le train ralentit. Le train arrive en vue du quai. L'unique passagère de la voiture 4 se lève avant l'arrêt complet. Normal, elle trépigne d'impatience. Le coup de frein final, un peu brutal, manque de la faire tomber. Elle tient bon pourtant. Elle se bat avec le mécanisme d'ouverture de la porte avant de sauter joyeusement sur le quai. Parce qu'elle débute une nouvelle vie et qu'elle rayonne positivement de bonheur. À partir de maintenant, elle veut être seulement, uniquement Ruby. Ruby donc dévale les marches, traverse sa grande foulée le passage souterrain, débouche dans le hall gris de la gare de Périgueux. Là, elle s'arrête pour reprendre son souffle, pour remettre de l'ordre dans ses cheveux et ses idées. Son regard se porte alors sur la longue voiture noire aux vitres teintées qui est en train de se garer devant la gare. Il faut que les portes coulissantes se referment sur cette vision pour qu'elle comprenne. Une limousine. Une limousine comme dans son roman Papier glacé. Thierry a loué une limousine. Il la surprendra toujours. Elle court presque, rit de la belle surprise et tend la main vers le chrome de la poignée. Mais là, elle ne comprend pas pourquoi ce petit homme à lunettes la bouscule pour ouvrir la portière et sauter dans la voiture. La limousine démarre aussitôt et disparaît au coin de la rue Puebla. Ruby articule un faible « Eh, ça va pas, non ?» qui ne traduit pas tant le mécontentement d'avoir été bousculé que le sentiment de s'être fait voler sa place.
C'est vrai, quoi? C'est elle qui aurait dû s'installer dans la limousine? Elle n'a pas le temps de remâcher sa déception, car l'angoisse la gagne. Elle consulte fébrilement son téléphone, qui, bien qu'il y ait du réseau, demeure muet. Pas d'appel. Pas de message. Où est Thierry? Que fait-il? Il connaît pourtant l'horaire de son train. Pourquoi la laisse-t-il toute seule sur ce trottoir? Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va plus. Il est presque 2 heures du matin. Ruby demeure seule devant la gare de Périgueux, lentement désertée par tous ses passagers. Elle est attentive au moindre bruit, à la moindre rumeur. Elle scrute la pénombre qui s'agite et remue de l'autre côté du trottoir. Elle sent la nuit l'enserrer au point de l'étrangler. Les larmes qui lui montent aux yeux la font également suffoquer. Chapitre 3. Il est presque 2 heures du matin et Michel a du mal à se rendormir dans sa chambre minuscule. Son lit prend toute la largeur de la pièce. S'il s'étire trop, ses ongles de pied griffent la tapisserie. Ce détail est précisé non pour souligner à quel point ce personnage a les ongles de pied longs et sales, mais pour attirer l'attention sur les dimensions ridicules de la pièce tapissée de bleu. Michel s'est levé pour aller pisser. Il lâche 1 ou 2 pets sonores avant de se recoucher, mais cela ne change rien. Il n'arrive pas à retrouver le sommeil. D'habitude, il dort d'un trait jusqu'au premier chant du coq, le sien. Il se tourne et se retourne encore un peu dans son lit, tasse ses oreillers, soupire d'agacement. Ce ne sont pas les rares bruits qui proviennent de l'autre côté de la colline qui le perturbent, c'est... justement, il ne sait pas ce qui l'empêche de fermer l'œil. Il se redresse, se frotte le menton, allume la petite lampe qui repose sur une table de nuit en formica. Michel farfouille sous son lit à la recherche du cendrier qui déborde de mégots. Il les passe un par un en revue, repère le plus potable, tâche de le rallumer pour en tirer 1 ou 2 bouffées. Il replonge alors le bras sous le lit, en retire une boîte métallique, une ancienne boîte à bonbons blanche et mauve. À l'intérieur, ce ne sont pas des bonbons. C'est plus lourd, c'est plus sonore. Pourtant, il l'ouvre avec une évidente délectation. Y sont rassemblés tous les objets en or qu'il a trouvés au cours de ses promenades, de ses prospections. Il attend d'en avoir 1 kilo pour le fondre en lingots. Au nombre des dernières trouvailles ajoutées à sa collection, ces 3 molaires qu'il considère une par une à la lueur de sa lampe de chevet. Vous venez d'entendre les 3 premiers chapitres de Pigeon à l'oseille de Nelly Sanchez aux éditions de Lilo. Si vous voulez connaître la suite des aventures de Michel et de Ruby, vous trouverez Pigeon à l'oseille dans toutes les bonnes librairies et sur le site de l'éditeur. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous voulez me suggérer des textes à lire à cette antenne, vous pouvez contacter RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou par téléphone au 05 53 46 80 24 où vous pourrez laisser un message en précisant le nom de l'émission, Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.